Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un point sur les outils vecteurs et torseurs qui vont nous être utiles en mécanique des systèmes de solides. C'est donc un point mathématique, on n'effectuera pas les démonstrations, vous avez tout le loisir pour approfondir ça chez vous. L'objectif est d'arriver à un maniement de ces outils sans trop de problèmes et ensuite avoir un niveau calculatoire suffisant pour mener les développements que nous aurons à faire. Alors, cette présentation va donc se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à regarder les grandeurs physiques et leur association par des vecteurs. On s'intéressera aux produits scalaires, puis aux produits vectoriels. On définira produits mixtes et produits doubles. Puis l'on s'intéressera à des changements de base. Et enfin, la dérivation des vecteurs par rapport au temps. C'est ce qui va nous intéresser concernant l'outil vecteur. Ensuite, nous nous intéresserons aux torseurs. Alors, vous avez déjà utilisé des vecteurs pour représenter certaines quantités physiques, par exemple la vitesse, la position, la force ou l'accélération. La représentation mathématique se fait bien souvent soit par un scalaire si le mouvement est 1D, soit par un vecteur, vitesse, position, force ou accélération. Alors, les vecteurs sont des éléments d'espace vectoriel euclidien définissant un produit scalaire et où l'on peut construire un produit vectoriel. Les espaces vectoriels euclidiens n'ont peut-être pas complètement été vus en cours en ce début de PCSI. Vous allez très prochainement, en cours de mathématiques, découvrir ceci. Qu'est-ce que le produit scalaire? Le produit scalaire est une application prenant deux vecteurs et lui associant un réel, noté U scalaire V avec un point. Le produit vectoriel est une application qui, à deux vecteurs, associe un autre vecteur de l'espace euclidien, U vectoriel V, avec un chapeau à l'envers, pour le nommer. La norme d'un vecteur, vous savez que c'est la racine carrée du produit vectoriel. La norme au carré, c'est le produit vectoriel du vecteur par lui-même. On peut ainsi définir les bases orthonormées directes qui vont nous être fort utiles, par exemple x, y, z, base orthonormée directe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans un premier temps qu'il y a orthogonalité. Tous les vecteurs sont perpendiculaires entre eux, donc le produit scalaire de chacun des vecteurs de base entre eux est nul. Orthogonalité. Les vecteurs sont normés, base orthonormée, ce qui veut dire que les normes de chacun des vecteurs de base sont unitaires, ce qui nous facilitera grandement les calculs. Et enfin, elle est directe, c'est-à-dire que l'orientation est directe, x, produit vectoriel avec y, donne le vecteur z. Notez tout de suite que l'on se rend compte de l'intérêt du produit scalaire pour particulariser l'orthogonalité, la perpendicularité entre deux vecteurs. Le produit scalaire est alors nul. C'est très intéressant. Donc, comme nous disposons d'un espace vectoriel euclidien, n'importe quel élément de cet espace, un vecteur V quelconque, peut se décomposer suivant la base orthonormée directe avec trois composantes, Vx sur x, Vy sur y, Vz sur z. Notation vecteur colonne ici, notation vecteur en ligne ici. Dans une base orthonormée directe, on a donc la composante suivant x, qui est le produit scalaire du vecteur avec x, et ainsi de même en y et en z. C'est l'intérêt d'avoir une base normée, en particulier, et orthogonale, ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres composantes qui interviennent pour chacune des composantes x, y, z. On peut donc définir, à l'aide du produit scalaire, un angle orienté dans un plan, par rapport à un axe z qui va être perpendiculaire. On définit ainsi les angles comme les angles reliant deux vecteurs, UV. L'angle orienté UV est tel que lorsque le vecteur troisième vecteur perpendiculaire z vient vers nous, on tourne dans le sens trigonométrique de U vers V, θ, et donc cet angle-ci. Le sens positif pour les angles est donc le sens trigonométrique, vous le savez. Venons donc au détail du produit scalaire et du calcul du produit scalaire. Si je prends deux vecteurs U et V, deux composantes x1, y1, z1 et x2, y2, z2, il y a une petite coquille ici sur la présentation, pardon. U scalaire V, pareil, là il y a une coquille, il faudrait que je corrige. C'est donc le produit scalaire entre les deux vecteurs. Et du fait de la distribution, quand on va distribuer ce produit scalaire, du fait de l'orthogonalité, il ne va rester que x1,
x2, x scalaire x, x1, x2, scalaire x2, x. Et donc, comme le vecteur est orthonormé direct, cela nous donne x1, x2. De la même manière pour y1, y2, z1, z2. Bien évidemment, chacun des produits croisés est nul du fait de l'orthogonalité de la base. Le produit scalaire u vectoriel v est donc le produit des composantes, ligne par ligne additionnées. On peut revenir sur l'angle défini entre u et v. On montre que le produit scalaire de u avec v, c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus uv. Je ne vous apprends rien, vous savez déjà tout ça. Norme de u, norme de v, cosinus uv. Ainsi, c'est très intéressant, lorsque les deux vecteurs sont perpendiculaires, le produit scalaire est nul. Lorsque les deux vecteurs sont parallèles, u scalaire v, c'est plus ou moins la norme de u fois la norme de v, suivant s'ils sont dans le même sens, plus, ou dans le sens opposé, moins, norme de u, norme de v. Ce qui est fondamental, hein, c'est le 0, donc un produit scalaire traduit la perpendicularité entre deux vecteurs. Venons au calcul du produit vectoriel, là vous le connaissez peut-être un petit peu moins. U vectoriel v, si j'exprime les deux vecteurs dans la même base, ça va me donner x1, y1, z1, x2, y2, z2, je fais le produit vectoriel entre les deux. Il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir le calculer. La première composante est le produit de y1 fois z2 moins y2 fois z1. La deuxième composante sur y, c'est le produit de z1, x2 moins x1, z2. Et enfin la dernière composante, x1, y2 moins x2, y1. Ainsi, dans une base orthonormée directe, x vectoriel y donne z, y vectoriel z donne x, z vectoriel x donne y. Autrement dit, on est dans une base orthonormée directe, il y a invariance par permutation circulaire du produit vectoriel. Je le refais, x vectoriel y donne z, y vectoriel z donne x, z vectoriel x donne y, et ainsi de suite. Invariance par permutation circulaire. C'est l'intérêt d'un produit vectoriel, une caractéristique du produit vectoriel. Une fois qu'on calcule tout ça, si on veut le présenter d'une autre manière, eh bien, u vectoriel v égale norme de u, norme de v, sinus entre u et v, porté par n, la normale directe entre u et v. Vecteur orthonormé direct. Norme de u, norme de v, sinus entre les deux, n. Voilà comment on calcule un produit vectoriel. Base mathématique, puis on verra comment nous, dans nos cas pratiques, on pourra simplifier ça et se ramener à des produits vectoriels de base très faciles et simples. Enfin, on peut aussi définir un troisième produit entre des vecteurs, le produit mixte. Le produit mixte est une application qui prend trois vecteurs dans l'espace euclidien, u, v, w, et qui lui associe un réel, qui est u scalaire v vectoriel w. C'est aussi u vectoriel v scalaire w, et c'est le déterminant de u, v, w, à approfondir quand vous aurez vu les déterminants en mathématiques. L'intérêt, c'est qu'on a une propriété de permutation circulaire et d'interversion des produits entre les deux produits, entre les trois vecteurs. Dernier point, même si on l'utilisera quasiment jamais, remarque sur le double produit vectoriel. Si je fais A vectoriel, B vectoriel C, ici les parenthèses sont fondamentales puisqu'elles nous indiquent par quel calcul commencer, eh bien c'est égal à B fois A scalaire C moins C fois A scalaire B. Donc on a une propriété du double produit vectoriel. Honnêtement, je le cite là, mais on ne l'utilisera jamais. Dernier point très important concernant le calcul vectoriel. Si on prend deux bases, B1, x1, y1, z1 et B2, x2, y2, z2, en rotation l'une par rapport à l'autre, autour d'un axe que ici j'ai choisi z1 égale z2, alors on peut représenter la figure plane de cette manière-là. Z1 égale z2, c'est l'axe de rotation. On va le représenter normal rentrant vers nous. On indique la base x1, y1, première base directe, puis on incline légèrement l'autre base x2, y2 pour définir l'angle θ orienté de x1 à x2. On décline un angle petit positif, ce qui va nous permettre d'exprimer facilement les vecteurs d'une base dans l'autre. Par exemple, si j'exprime x2 dans la base 1,
Le vecteur x2, dans la base 1, se projette en cosinus θ x1 plus sinus θ y1. Le fait de mettre un angle petit positif fait qu'on identifie très facilement cosinus et sinus. Je le refais. x2 se projette en grand côté cosinus θ x1 et se projette en petit côté sinus θ y1, d'où x2 égale cos θ x1 plus sinus θ y1. On va poursuivre de la même manière et essayer d'exprimer y2 dans cette base 1. De la même manière, y2 se projette en grand côté suivant y1, donc cos θ y1, plus petit côté sur x1 négatif, donc moins sinus θ x1. y2 égale cos θ y1 moins sinus θ x1. On retrouve donc, grâce à une figure comme ça, très rapidement, petit côté, grand côté, positif, négatif, les projections d'un vecteur dans une autre base. Enfin, si je veux exprimer dans l'autre sens le vecteur x1 dans la base 2, de la même manière, je vais dire que x1 se projette en grand côté cosinus θ sur x2 et se projette en petit côté négatif sinus, moins sinus, sur y2. Donc x1 égale cos θ x2 moins sinus θ y2. Il va falloir très rapidement que vous soyez à l'aise avec une figure de ce type-là et que vous sachiez projeter un vecteur dans une base ou une autre, dans un sens ou dans un autre, sans aucun problème, en ayant cette habitude de représenter les angles petits positifs pour faciliter ces calculs. Alors ensuite, une fois qu'on a défini des bases tournantes l'une par rapport à l'autre, on va avoir besoin de savoir dériver les vecteurs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la vitesse est la dérivée de la position. Donc on fait un petit point mathématique qu'on pourra du coup utiliser dans le prochain cours. Si je prends un certain vecteur variable dans le temps, avec des composantes dans une certaine base, b0, x0 du temps, y0 du temps, z0 du temps, et que je m'intéresse à dériver ce vecteur par rapport au temps, eh bien on ne fera jamais la dérivation de chacune des composantes, parce que, vous allez le voir, on va le faire une fois, et puis on va se rendre compte que ça peut être très vite très lourd, parce que ça veut dire que là on a projeté le vecteur dans une certaine base, x0, y0, z0 vont donc éventuellement faire apparaître plusieurs fois des cosinus et des sinus, et dériver tout ça par rapport au temps, ça va être horrible. Donc, on va mettre en évidence dans la prochaine séance en classe entière que la dérivée d'un vecteur par rapport au temps pris dans une base B0, c'est la dérivée de ce même vecteur par rapport au temps pris dans une autre base B1, plus le vecteur taux de rotation, oméga 1, 0, vectoriel, le vecteur de base U. On va donc définir ainsi le vecteur taux de rotation, qui n'est autre que la dérivée angulaire de l'angle porté par l'axe de rotation. Ce qui nous permet, si on s'intéresse à la dérivée d'un vecteur dans une base et que l'on passe par une base B1 où le vecteur U est fixe par rapport au temps, cette dérivée est donc nulle. Si U est fixe dans B1, la dérivée par rapport au temps par rapport à B1 de U est nulle. Et donc, dériver un vecteur par rapport à une base, c'est faire un produit vectoriel. Et faire un produit vectoriel, c'est bien plus facile que projeter puis dériver. Donc notez bien, on ne projettera des vecteurs qu'à la fin d'un calcul lorsque l'on en aura besoin. Cette relation formule de changement de base de dérivation, nous allons la mettre en évidence, la démontrer partiellement en classe entière la prochaine fois. Deuxième partie de cette vidéo, un point mathématique sur l'outil torseur qui va nous être fort utile. 3 points, définition, propriété, puis propriété pour les calculs. Calcul avec les torseurs. Qu'est-ce qu'un torseur? On fait la définition d'un torseur, c'est un champ de vecteurs antisymétrique. C'est un champ de vecteurs, c'est-à-dire qu'un torseur est une infinité de vecteurs ayant une propriété particulière, l'antisymétrie, qu'on va voir sur le transparent prochain. Il est caractérisé, on montre qu'il est caractérisé par 2 vecteurs, sa résultante, R, et son moment, c'est-à-dire la valeur du champ de vecteurs donné en un point. Par exemple, ici A, et je noterai donc ce vecteur M indice A. Un torseur s'exprime donc en un point de l'espace, de par la donnée d'une résultante indépendante du point, et de la valeur du champ de vecteurs, de la valeur de l'ensemble des vecteurs, qu'on appellera moment, en un point. Qu'est-ce que l'antisymétrie? L'antisymétrie est une propriété telle que la valeur du champ de moment, du champ de vecteur en un point P, c'est
la valeur de ce même champ de vecteur en un point Q, plus la résultante produit vectoriel avec la distance QP entre les deux points. Si on a cette propriété-là pour un champ de vecteur, alors on peut le représenter par un champ de torseur. L'intérêt, c'est qu'on a, grâce à ça, c'est une formule de changement de point. Grâce à ça, on a besoin que d'un vecteur indépendant du point R, la caractéristique de la résultante, et de la valeur du champ de vecteur du moment en un point pour calculer en n'importe quel point de l'espace toute l'infinité du reste du champ de l'ensemble des vecteurs. C'est quand même très intéressant. C'est donc une propriété très très forte, l'antisymétrie. Mais si on en dispose, alors on pourra utiliser l'outil torseur et ce sera fort agréable, comme vous le verrez prochainement. On montre qu'il y a équivalence entre cette propriété d'antisymétrie, formule de changement de point, et le fait qu'on ait des champs de vecteurs équiprojectifs. L'équiprojectivité, c'est que le moment en un point P, scalaire PQ, égale le moment en Q, scalaire PQ. Quand on projette le vecteur en un point ou un autre sur la distance entre ces deux points, eh bien on a un invariant du torseur, on a une grandeur constante. Il y a équivalence, bien évidemment l'implication de l'antisymétrie vers l'équiprojectivité est évidente du fait du produit vectoriel perpendiculaire aux deux vecteurs. Le sens inverse est un petit peu plus complexe à montrer, mais on ne s'y attachera pas, on prend ce résultat tel quel. La plupart du temps, nous utiliserons la formule de changement de point liée à l'antisymétrie du champ de torseur. Alors, les propriétés de calcul, quand on fait la somme de deux torseurs, je prends avec un torseur 1 T1, un torseur 2 T2, résultante R1 moment 1 en A, résultante R2 moment 2 en A. S'ils sont exprimés au même point, c'est fondamental et très important, alors la résultante des deux et la somme des deux résultantes et le moment de la somme des deux et la somme des deux moments au même point. Le comoment, un produit avec un foie entouré dans un cercle, c'est le produit en croix, résultante fois moment plus résultante fois moment, encore une fois les deux torseurs exprimés au même point. Lorsque l'on multiplie par une constante avec un torseur, alors chacun des deux invariants, la résultante et le moment, est multiplié par cette constante. Notez bien, pour la somme et le comoment d'un torseur, quand on travaille avec des torseurs, il faut toujours les exprimer au même point, notez-le bien en rouge. On définit ce qu'on appelle l'axe central, l'ensemble des points où le moment est collinéaire à la résultante. Bon, c'est un petit peu technique, si on s'intéresse à la théorie des mécanismes, ça peut avoir beaucoup de sens. Nous, à notre niveau, L1, L2, PCSI, PSI, on n'ira pas forcément trop regarder cet axe central. Globalement, l'axe central correspond, dans la plupart des cas, par exemple, quand on a des mouvements de rotation très simples, caractérisés par une liaison pivot, comme on le verra très prochainement, l'axe central, dans ce cas-là, correspond à l'ensemble des points de vitesse nulle, donc à l'axe de rotation. Dans des cas de mouvements plus complexes, il peut nous permettre d'avoir des informations sur les champs de vitesse. Bon, on s'intéressera pas énormément, néanmoins, de manière à faire un point mathématique complet, on en parle, on définit cet axe central. Deux termes techniques, un torseur glisseur est tel que l'automoment est nul et la résultante non nulle. Ce qui veut dire l'automoment, c'est le moment du produit par lui-même. Le moment est donc perpendiculaire à la résultante, voire bien souvent, torseur glisseur, le moment est bien souvent nul, en un point donné. Donc du coup, on peut l'exprimer en ce point-là, c'est plus facile. Le torseur couple, la résultante est nulle, et donc le moment est constant, ne dépend pas du point, et il n'y a donc du coup pas d'axe central, puisque le moment est le même en tout point de l'espace. On montre que tout torseur peut se décomposer en la somme d'un couple et d'un glisseur. C'est une caractéristique mathématique. Pareil, il n'y aura pas trop d'implications dans ce que l'on utilisera comme propriété des torseurs. Ceci clôt donc cette vidéo où nous avons fait un point mathématique sur les outils vecteurs et torseurs que nous allons pouvoir utiliser en mécanique des systèmes de solides et plus particulièrement dans le cadre de la PCSI, en commençant par la cinématique des systèmes de solides.